Bonjour. Alors, en direct d'IESF, IESF, ingénieur et scientifique de France, reconnu d'utilité publique depuis 1860, et comme je dis souvent, Gustave Eiffel en était président. Et d'ailleurs, je sors d'une réunion, on me disait que dans les archives du siège d'IESF, 7 rue Lamennais, Paris 8e, une personne me disait qu'il y avait des choses absolument formidables et inutilisées, qu'on va peut-être essayer d'utiliser. Ce sont des archives où on retrouve des courriers où Eiffel écrit ses impressions. Donc, cette IESF, Ingénieur et Scientifique de France, regroupe 87 associations d'alumni, d'anciens élèves d'écoles d'ingénieurs. Donc, on trouve l'école centrale, l'école polytechnique, Supélec, Arts et métiers, ESME qui est l'ex-Sudria, etc., etc. Donc, et j'ai donc créé les entretiens économiques d'IESF Sciences Po parce que j'ai une triple formation et que je suis également docteur en droit et Sciences Po. Alors, l'objectif de ces entretiens, c'est d'essayer de comprendre cette troisième révolution industrielle de 1980, dont l'intrant et la donnée, la data. Et les moyens que je me suis donnés, et j'ai eu l'appui d'IESF en tant que président du comité économie pour ce faire, c'est de réunir des ingénieurs, des informaticiens, des financiers, des juristes et en général des entrepreneurs. Bon, et ça tourne assez bien, puisque aujourd'hui, jeudi 24 avril 2025, c'est la 54e conférence dans le cadre de ces entretiens. Et j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Christophe Roux, qui est ingénieur INSEA, qui est entrepreneur dans la tech, qui est développeur et qui est également président d'une association un peu originale qui s'appelle Yagi Yaki. Donc quand je lui donnerai la parole, il va se présenter, représenter son ambition parce que c'est un entrepreneur, et également nous dire quelques mots de cette association Yagi Yaki. Alors je précise, Hagi Yaki. Hagi Yaki, Voilà. j'ai mal prononcé. C'est un mot japonais. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est Chrome OS, bien plus qu'un navigateur, c'est une solution complète pour l'usage quotidien. Alors, c'est une plateforme de développement euh, qui est d'ailleurs d'un coût abordable, qui est de 500 euros. Alors, c'est un pilier stratégique, me dit Christophe Roux, pour l'écosystème Google. Donc, nous sommes dans un sujet technique et avec un technicien qui va nous l'expliquer. Alors, comme je le disais, IESF a connu 3 révolutions industrielles qui ont changé le cours de l'humanité, puisque c'est créé en 1860, la fin de la première révolution industrielle de 1780, dont l'intrant et la vapeur, la deuxième révolution industrielle qui est celle de, voilà, on sonne, j'ai oublié de saluer les nombreuses personnes qui sont dans la salle, et il y en a encore une qui arrive, bienvenue, oui, bienvenue madame. Donc en fait, nous avons donc la deuxième révolution industrielle qui est celle de 1880, qui est la révolution dans l'intrant et l'électricité. Alors là, c'est la période la plus faste pour la France. C'est l'époque des expositions universelles. Alors malheureusement, ça s'est fracassé sur la guerre 1914, mais il n'empêche que là, la France rayonne de par le monde, notamment par les expositions universelles. Les expositions universelles. Et puis, la troisième révolution, c'est celle de 1980, dont l'intrant et la data. Donc, cette révolution, elle a 45 ans. Donc, nous sommes en plein cœur de cette révolution. Et l'objectif de mes entretiens, IESF Sciences Po, c'est d'essayer d'y comprendre quelque chose et de voir comment le sujet est un sujet informatique, certes, mais également un sujet de géopolitique et de plus en plus avec le fait qu'on rebatte les cartes, notamment depuis la deuxième élection de Donald Trump. Pour être très clair, quelle est la place de l'Europe dans ce concert où les 90% de nos données, puisque nous avons mal maîtrisé, nous les Européens et en particulier la France, on a mal maîtrisé cette troisième révolution industrielle de 1980 et nous n'avons pas de souveraineté numérique.
Donc en fait, les données, 90% des données, et elles sont travaillées pour faire progresser à toute vitesse l'intelligence artificielle. Et puis de l'autre côté, tout ce qui est terres rares, qui sont les produits, sont en Chine. Alors, essayons de nous y retrouver là-dedans. Alors, je donne maintenant la parole, je salue encore quelqu'un qui rentre dans la salle. Je salue également les gens qui nous suivent en ligne. Je donne maintenant la parole à Christophe Roux, qui va se présenter et, comme je le disais, présenter l'association Hagi Yaki. Voilà. Merci à toi, mon cher Christophe. Alors, je me présente, je m'appelle Christophe Roux. Je reviendrai sur ma présentation personnelle. Je vais d'abord présenter le titre de la conférence. Donc, Chrome OS, un enjeu stratégique pour Google, un environnement complet pour l'usage courant, une plateforme de développement à moins de 500 €. Chrome OS, c'est plus qu'un navigateur. Chrome OS, c'est un ordinateur de bureau, ce que Android est au smartphone. Je peux aussi donner une analogie très très simple pour qu'on comprenne où se situe Chrome OS dans l'écosystème informatique. L'exemple très simple, c'est notre cerveau à nous. Nous avons 3 parties. Nous avons le cortex frontal, le préfrontal et le cerveau reptilien derrière. Le cerveau reptilien s'occupe de toutes les connexions nerveuses avec l'épine dorsale, la moelle épinière. C'est là où se trouve le noyau Linux. Le cortex préfrontal, c'est là où se trouve l'OS Chrome OS, et le cortex frontal, c'est là où se trouvent les applications. C'est une analogie simple pour les gens qui ne sont pas informaticiens pour comprendre un peu où se trouve Chrome OS. Donc je répète, les applications, le cortex frontal, Chrome OS, le préfrontal, et le noyau Linux pour le cerveau reptilien. Donc ça, c'était l'introduction. Maintenant, je vais me présenter, parce que je vous ai donné le titre. Maintenant, je vous donne la présentation. Donc, on entend bien. Alors, je vois très bien que ça passe pas mon microphone qui est au niveau du casque. Ça passe pas par là. Je remettrai le microphone de la salle pour les questions à la fin de la présentation. Oui, elle est passée par le microphone Jabra, tout à fait. Donc, je m'appelle Christophe Roux, je suis ingénieur de l'INSA de Lyon, en spécialisation informatique en 1991. Je suis développeur et testeur. Je suis président de l'association Hagi Yaki. Hagi Yaki est une association d'usagers en psychiatrie. Donc, nous avons 3 activités. Nous faisons des visites aux malades, nous faisons des activités culturelles et sportives, et nous faisons du test logiciel. Alors, ça peut paraître étrange, ces 3 activités ensemble. Il se trouve que les visites aux malades, nous allons dans les hôpitaux. Il se trouve que la population dans les hôpitaux psychiatriques est la population la plus originale possible, qu'il va donc développer des cas de test les plus originaux possibles. Donc, c'est idéal pour faire du test logiciel. Voilà un peu pour l'association. Je suis aussi entrepreneur chez Webmiel, en développement et test logiciel. Et je développe un langage qui s'appelle ScriptTool pour le moment et qui est basé sur un encodage, le Marski. Donc par rapport à ça, c'est très technique, c'est pas le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, je vous présente le transparent suivant. Oui, c'est peut-être j'aurais dû commencer par ça. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, en tout cas je le partage devant tout le monde. Donc vous avez le site web de l'entreprise webmiel.fr, le nom de l'association Hagi Yaki. Nous avons aussi un site web pour Hagi Yaki, hagiyaki.org. Et donc si vous êtes intéressé par mon encodage, vous avez un article de Veille Magazine qui reprend les enjeux de cet encodage. J'en reste là pour l'encodage parce que c'est pas le sujet du jour et je reviens maintenant sur le premier transparent sur le titre. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu stratégique pour Google ? Google est l'entreprise qui développe Android pour les smartphones. Je vous laisse un peu de temps. Donc Google est l'entreprise qui développe Android pour les smartphones. Et pour pouvoir développer des applications pour Android, on a besoin d'un ordinateur. On ne développe pas directement sur un smartphone. C'est un peu petit pour développer. Et donc, pour développer actuellement, la plupart des gens utilisent Windows. Et Windows, c'est pas Google. Et donc, pour Google, avoir un système d'exploitation pour ordinateur, l'enjeu, c'est d'avoir une plateforme de développement qui permette de développer aussi bien pour Chrome OS que
pour Android. Et donc c'est là où Google développe beaucoup pour Chrome OS. Déjà, il y a aussi un autre aspect de Chrome OS qui est très important, c'est que sur Chrome OS, la sécurité est assurée par Google. Vous n'avez pas besoin d'installer un antivirus, hein, c'est pas nécessaire. Après, au niveau du prix, je dis moins de 500 €. C'est effectivement le prix auquel j'ai acheté mon ordinateur ici. Je suis retourné dans un centre commercial récemment pour voir les prix des Chrome OS, des Chromebooks, et on m'a dit que j'avais probablement bénéficié d'une promotion parce que mon prix, je ne retrouvais pas d'équipement à un prix aussi bon marché. Néanmoins, moi, je l'ai acheté moins de 500 € et c'était en mai 2024. Alors, aussi, autre chose, Chrome, le navigateur, porte le même logo que Chrome l'OS, mais ce n'est pas le même logiciel. Sur Chrome OS, vous avez le navigateur Chrome. Donc, ce sont deux choses différentes, le navigateur et l'OS. Au-delà de ça, eh bien, la conférence que je fais en ce moment, j'utilise un Chromebook pour faire la conférence sur Zoom. Le casque audio est connecté à l'ordinateur. Vous voyez dans le petit écran en haut à droite de la projection ce que ma webcam de mon ordinateur capte. Tout à l'heure, on était avec une caméra externe qui fonctionnait aussi bien avec le système. Donc, c'est un système qui est opérationnel et qui fonctionne très bien. Moi, ça fait à peu près 10 ans que j'utilise Chrome OS, mais jusqu'à présent, j'avais incité ma mère à acheter un Chromebook. Elle a pris Chromebook. Elle venait d'un environnement où elle n'avait pas beaucoup de connaissances en informatique. Cela fonctionne. J'avais demandé s'il y avait du son. On peut voir qu'il y a du son ici. Et donc ma mère utilise un Chromebook alors qu'elle va sur Internet, elle consulte ses comptes, etc. Elle lit ses mails. Elle n'a aucun problème pour l'utiliser. Donc on peut avoir un usage néophyte de Chrome OS. Donc alors, je vais maintenant vous présenter le plan général de la conférence. Nous avons 5 parties. La première, c'est pour faire la distinction entre Chrome OS et Chrome OS Flex. Je reviendrai sur la différence. Le deuxième point, c'est comment choisir un matériel Chromebook et quelles caractéristiques choisir. Vous savez, c'est comme quand vous allez dans n'importe quel magasin. Déjà, des Chromebooks, c'est pas forcément fabriqué par Google. Google fabrique des Chromebooks, mais d'autres sociétés de hardware, de matériel, peuvent proposer des Chromebooks avec leur propre implémentation matérielle. Donc, choisir un matériel Chromebook, vous avez tout un choix de modèles différents possibles et il faut pouvoir choisir. Le troisième point, c'est quelle est la gamme de logiciels qu'on va pouvoir utiliser sur un Chromebook. Effectivement, les applications qui tournent sous Windows ne tourneront pas sur Chrome OS. Donc, il y a des applications spécifiques et j'expliquerai dans cette partie ces applications spécifiques. Le quatrième point qui est important pour Google et pour les gens qui utilisent un Chromebook, c'est comment mettre en relation un téléphone sous Android avec un Chromebook. Et le cinquième point, qui cette fois-ci est pour les techniciens, c'est comment utiliser Debian GNU Linux. Alors Debian, c'est une distribution. GNU, ce sont les logiciels libres fournis par la Free Software Foundation qui font une bonne partie des logiciels qui tournent sous Linux. Et Linux, c'est le noyau. Et donc avec ce triptyque Debian GNU Linux, on a un système qui est opérationnel. Et pour les techniciens, je le répète, ce système fonctionne de manière virtualisée sous Chrome OS. Je vais rentrer dans le détail un peu plus tard. Donc voici pour les 5 parties. Alors, il faut que je regarde l'heure aussi parce que, eh bien, il faut que je sois dans les temps, que je ne sois pas trop rapide ni trop lent. Non, c'est parfait. Le débit voilà. est de bonne qualité. Je provoque les auditeurs pièce du bonnet dans la salle. Prends ton temps. Hein. Voilà, donc on va entamer la première partie qui est la distinction entre Chrome OS et Chrome OS Flex. Chrome OS se trouve préinstallé sur des ordinateurs pour faire utiliser le navigateur, le système Chrome OS. Ça veut dire que Google va travailler avec un fabricant et le fabricant va produire un matériel qui est dédié à Chrome OS. De la même façon que vous achetez un ordinateur avec Windows préinstallé, vous pouvez acheter un ordinateur avec Chrome OS préinstallé. Les statistiques montrent qu'aujourd'hui, aux États-Unis, 10 à 15% des nouveaux portables vendus sont sous Chrome OS. Le deuxième point, c'est Chrome OS Flex. Alors, c'est un système que vous pouvez télécharger depuis votre ordinateur. Vous pouvez l'écrire sur une clé USB et il vous permettra
soit en le branchant directement sur un ordinateur, de tester Chrome OS sans l'installer, ou bien si vous avez un ordinateur qui soit un PC ou un Mac, d'installer Chrome OS sur votre vieil ordinateur qui commence à donner des problèmes de performance parce qu'il est ancien, et vous lui donnez une deuxième vie avec Chrome OS. L'usage de Chrome OS est très similaire à Windows pour l'usage quotidien. Vous retrouvez le menu en bas à gauche avec les applications. En bas à droite, vous avez les informations liées au système. Vous avez des fenêtres comme sous Windows. Vous pouvez placer vos fenêtres en les séparant, la partie de droite, la partie de gauche ou plein écran, etc. etc. Donc, par rapport à la prise en main d'un Chrome OS par rapport à un usage sous Windows ou même sous Mac, hein, c'est de très bonne facture et assez facile à prendre en main. Ce qui se passe, c'est que vous avez peu d'applications spécialisées, sauf avec la machine virtuelle Linux. En gros, le Chrome OS, il vous fournit le navigateur Chrome, et puis après, il passe par de l'émulation ou de la virtualisation. Tant que vous utilisez Chrome OS, l'usage est simple et intuitif. Quand vous utilisez la machine virtuelle Linux, ben vous devez connaître Linux. Donc ça, c'est donc pour ça que lorsque vous faites du développement sous Chrome OS, pour le moment, vous passez par la machine virtuelle Linux. Il est probable que dans l'avenir, vous ayez d'autres logiciels qui vous permettraient directement de faire du développement depuis Chrome OS sans passer par la machine virtuelle. Mais pour le moment, voilà, il faut connaître Linux pour pouvoir utiliser les applications de développement. Alors quand je dis connaître Linux, pas forcément de façon extrêmement pointue. J'ai vu des tutoriels sur YouTube où des personnes expliquaient comment installer les applications sous Linux en faisant un copier-coller d'une instruction assez complexe en elle-même, mais vous avez besoin que de la copier et de la coller dans votre terminal pour installer le logiciel, et vous pouvez démarrer les applications Linux depuis le menu, alors que sous Microsoft on va appeler démarrer, et sous Chrome OS vous avez un rond tout simplement, et vous appuyez sur le rond, et les applications Linux vont apparaître dans le menu comme les autres applications de Chrome OS. Donc après, moi je conseille quand même que si vous utilisez du développement, vous devez connaître un peu le langage shell, les commandes du langage shell pour pouvoir vous déplacer dans les répertoires, c'est quand même pratique au niveau du terminal. Ce qu'il faut savoir aussi sur la machine virtuelle Linux, c'est que, en fait, pour l'utiliser, comme elle est installée, la machine virtuelle, on pourrait penser que vous avez aussi le bureau qui est installé et que donc vous ouvrez un bureau Linux au-dessus de Chrome OS. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Vous n'installez pas le bureau. Vous installez un terminal. Vous pouvez démarrer les applications depuis Chrome OS ou depuis le terminal, mais vous ne voyez pas un bureau Linux. J'ai fait l'essai d'installer le bureau Linux. Vous voyez une barre au milieu de l'écran, elle n'est pas en bas, et ça fonctionne pas très très bien. Et c'est pas fait pour ça. En fait, si vous voulez démarrer une application depuis le menu, c'est tout à fait facile. Et donc après, si vous voulez démarrer un explorateur de fichiers depuis le terminal, vous tapez Nautilus ou le nom de votre explorateur de fichiers et vous avez l'application qui s'ouvre. Donc en fait, on utilise le terminal un peu comme le champ qui se trouve en bas de l'écran de Microsoft où vous pouvez démarrer des applications en tapant leur nom. Donc, vous avez les tâches quotidiennes avec l'OS principal Chrome OS et Linux pour développer des applications. Vous pouvez quand même utiliser des applications Linux pour faire de la retouche photo, pour faire de l'enregistrement audio, etc., etc. Vous avez beaucoup d'applications qui sont disponibles sous Linux et qui sont prêtes à l'emploi pour être utilisées sous Linux. Alors, maintenant, passons au matériel. Alors, Chrome OS se décline pour lorsque vous avez un Chrome OS embarqué et que le constructeur a fabriqué son équipement pour fonctionner avec Chrome OS, vous avez différents types de matériel. Le plus connu est le Chromebook, c'est un ordinateur portable. La Chrome Base, c'est un ordinateur écran qui est principalement utilisé pour faire de la visioconférence. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez des Apple avec un plan incliné et un écran qui fait ordinateur avec le lecteur de CD-ROM sur le côté pour insérer les CD-ROM. C'est à peu près ça. Alors, il n'y a pas de lecteur de CD-ROM, hein, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire que l'ordinateur est intégré à l'écran. Donc, vous n'avez pas d'unité centrale externe à l'écran. La Chromebox,
Alors ça, c'est un ordinateur de bureau. Alors, on n'avait pas une tour, parce que maintenant, on fabrique plus des tours pour les ordinateurs, mais vous avez un boîtier qui fait, allez, disons, une vingtaine de centimètres de large, une vingtaine de centimètres de profondeur et 5 centimètres d'épaisseur, qui est un ordinateur de bureau. Le Chromebit, c'est une clé USB de démarrage pour tout type d'ordinateur. Plus beaucoup utilisé puisque vous avez Chrome OS Flex qui vient remplacer Chromebit. Néanmoins, c'est un système qui existait et qui permet d'acheter une clé USB avec un Chrome préinstallé sur la clé USB et l'utiliser en branchant sur un ordinateur la clé USB. Dernier point qui est pas très connu, mais que j'ai découvert en recherchant la société Charmex, qui est basée en Colombie, c'est Chrome Commercial. Donc il s'agit de matériel Chrome qui sont dédiés pour les affichages publics. La publicité, les écrans dans les bus, les écrans dans les gares, etc. Tous les équipements publics qui ont besoin d'un affichage et qui doivent résister à la chaleur, au soleil, à différentes, parfois même à la pluie, à des environnements publics. Voilà, il existe Chrome Commercial pour ça. Donc maintenant, venons-en à la troisième partie, le choix d'un Chromebook, les considérations matérielles. Alors, un terme un peu barbare, long time support en anglais, c'est le support pour une durée de vie longue. Google fournit pour tous les matériels préinstallés Google une date, une année, qui est l'année jusqu'à laquelle Google s'engage à fournir des mises à jour de son système. L'ordinateur que j'utilise là a une long time support pour 2029. Donc j'ai encore au moins 4 ans de mise à jour. Ça ne veut pas dire que Google va arrêter les mises à jour en 2029. C'est qu'il est garanti que les mises à jour seront fournies au moins jusqu'en 2029. Donc si vous achetez un matériel, allez sur le site de Google, ou alors recherchez avec un navigateur, vous cherchez Long Time Support Chrome OS et vous aurez une page qui vous expliquera pour chaque matériel quelle est la date à laquelle Google s'engage à supporter son OS. La mémoire vive, la RAM. Alors la mémoire vive, qu'est-ce que c'est? C'est la mémoire de l'ordinateur dans lequel se trouvent toutes les données en cours d'activité. Lorsque vous éditez une image, l'image doit être chargée dans la RAM. Lorsque vous éditez un texte avec un traitement de texte, le texte que vous éditez est chargé dans la RAM. Mais pas seulement. Si vous éditez du texte, il faut aussi mettre dans la RAM le traitement de texte. Si vous éditez une image, il faut mettre le logiciel d'édition d'image. Donc tout ça, c'est le cœur de l'ordinateur. Le processeur a des registres et il dialogue entre les registres et la RAM pour charger les instructions, charger les données. Le processeur fonctionne et dialogue avec la RAM. Donc moi je recommande d'avoir 16 GB minimum de RAM parce que ce que j'ai observé dans l'usage quotidien, c'est que dans un usage quotidien, il y a à peu près 13 GB d'utilisés en continu. Donc vous avez des Chromebooks qui sont avec 4 ou 8 Go de RAM, je déconseille, je pense vraiment qu'il faut un minimum de 16 Go. Le disque dur, alors comme vous voyez, il y a la RAM où on dialogue les choses immédiates, mais on a un deuxième stockage qui est à beaucoup plus longue durée, parce que la RAM, si vous éteignez votre ordinateur, toutes les données de la RAM sont effacées. Donc il faut un support de stockage durable, et c'est là qu'intervient le disque dur. On dit disque dur, aujourd'hui ce sont des puces électroniques et c'est ce qu'on appelle du SSD, Solid State Device, pour un stockage physique en solide, sans mécanique, et donc qui conservera les données lorsque vous éteignez votre ordinateur. Donc je recommande d'utiliser un minimum de 256 GB pour un usage confortable. Vous avez des Chromebooks qui fonctionnent avec moins, 128 Go. Moi, je préfère en avoir 256 pour être à l'aise. J'ai modifié mon Chromebook, d'ailleurs je l'ai ouvert pour le changer le disque dur. J'ai mis 1 Teraoctet. Donc vous voyez, bon, moi je fais un usage intensif de mon ordinateur, donc c'est pour ça que je prends 1 Tera. Au passage, je dis que le démontage du Chromebook pour changer le disque dur, c'est assez facile. Vous avez 7 ou 8 vis à démonter. Il faut un tournevis cruciforme pour les démonter. Vous avez besoin d'un tournevis plat pour déverrouiller la vis du disque dur. Et c'est assez facile.
Donc maintenant, il faut aussi considérer la taille de l'environnement Linux si vous êtes développeur, parce que comme vous allez installer une machine virtuelle Linux sur le disque dur, il faut prévoir une taille conséquente. Lorsque vous préinstallez le Linux qui est proposé de base par Chrome OS, il vous propose 10 GB pour le système. C'est peut-être bien pour un démarrage. Aujourd'hui, moi, je fonctionne avec une machine virtuelle de 100 GB. Et quand je fais une backup de ces 100 GB, j'arrive à une taille de backup d'à peu près 65 GB. Donc, vous devez prévoir sur votre disque dur d'avoir, si par exemple vous faites comme moi avec 100 GB pour la machine virtuelle, plus les 65 GB pour la sauvegarde, qu'après vous transférez vers un disque externe. Donc vous voyez, il faut au moins, si vous avez une machine virtuelle de 100 GB, il vous faut au moins 250 GB pour avoir la place pour stocker la backup et le système Chrome OS en plus. Vous avez aussi un lecteur de carte SD insérable pour échanger des fichiers. Moi, j'ai un écran tactile, j'ai une webcam intégrée, j'ai une reconnaissance d'empreintes digitales. Tout ça, c'est des plus. Je vous dis, moi, j'ai eu tout ça pour moins de 500 €. Et on m'a dit après coup que c'était probablement une promo parce qu'à ce prix-là, c'était introuvable. J'ai un processeur i5 de Intel, donc jeu d'instruction 64 bits, qui donne de très bonnes performances pour mon usage quotidien. La gamme de logiciels. Alors, vous avez déjà le navigateur Chrome. En anglais, on dit browser pour navigateur. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le navigateur Chrome, vous pouvez installer des extensions qui sont elles-mêmes des applications. Aujourd'hui, j'ai installé une extension qui me permet, parce que j'ai fait une backup, qui me permet que l'ordinateur ne s'éteigne pas lorsqu'on ne fait rien. Là, vous voyez, pendant la conférence, c'est très utile parce que j'ai pas besoin de bouger la souris si je vois l'écran qui se met en veille. C'est une application en soi. Il y a d'autres applications, par exemple pour la batterie, pour être averti d'un seuil minimum de batterie. Vous avez une synthèse vocale qui vous dit bon, moi je l'ai mise en anglais parce que mon système est en anglais, mais vous pouvez le mettre en français pour vous dire voilà, vous avez atteint les 20% de base de la batterie. Il y a d'autres applications qui existent sur le Chrome Web Store. Donc ça, c'est pour les applications pour le navigateur Chrome. Vous avez aussi pour les usages quotidiens la possibilité d'utiliser au travers du navigateur soit Microsoft 365, soit Google Workspace, qui sont des suites bureautiques où vous avez Word, Excel, PowerPoint, etc. pour Microsoft et les équivalents chez Google pour Google Workspace. Vous y en avez d'autres, hein. C'est pas les seuls, mais c'est les deux plus connus. Je dis au passage, je reviendrai après là-dessus, c'est que sous Linux, vous avez aussi accès à LibreOffice, qui est la suite bureautique gratuite disponible sous Linux. Donc après, les formats dans Microsoft 365, dans Google Workspace et dans LibreOffice sont interopérables, avec plus ou moins de compatibilité, mais c'est interopérable. Donc vous pouvez transférer vos documents vers l'un ou l'autre selon vos usages. Si vous avez une connexion Internet, vous utilisez Microsoft 365 ou Google Workspace. Si vous êtes hors ligne, vous avez LibreOffice sur la machine virtuelle qui fonctionnera avec le disque dur. En plus de ça, vous avez un émulateur Android. Alors, ça a un intérêt pour deux choses. C'est que vous pouvez installer les applications depuis le Google Play Store, pas toutes. Certaines ne sont pas installables. Si par exemple vous avez une application d'authentification qui va utiliser la carte SIM de votre smartphone, comme vous n'avez pas de carte SIM sur le Chromebook, eh ben, elle ne marchera pas. En général, les banques, pas toutes, mais certaines banques refusent que l'application fonctionne sur un Chromebook pour des raisons de sécurité. Mais la plupart des applications vont fonctionner. Alors vous aurez un écran plus réduit pour l'application. Vous pouvez le mettre en format smartphone ou bien en format tablette. Après, vous avez accès aux applications pour smartphone et tablette, c'est ce que je viens de dire. Et si vous utilisez la machine virtuelle Crostini, alors il y a des noms barbares, hein, Crostini c'est le nom de la machine virtuelle sous Chrome OS,
Vous pouvez accéder à Linux. Par défaut, c'est Debian, mais vous pouvez utiliser Ubuntu, vous pouvez utiliser Fedora, etc., etc. Vous avez le choix de votre distribution. Moi, j'utilise Debian depuis 20 ans, donc ça me satisfait très bien d'avoir Debian. Et vous avez toutes les applications Linux qui sont accessibles depuis un terminal. Moi, je fais du codage, des tests. J'utilise des logiciels libres comme LibreOffice, GIMP pour la retouche photo, Atril pour ouvrir des PDF. Et je mets la backup et le restore. Alors pourquoi backup restore? Ça, c'est une fonctionnalité de Crostini qui va vous permettre de prendre votre machine virtuelle et à partir de la machine virtuelle, faire un fichier d'archives que vous allez pouvoir stocker et réutiliser ce fichier d'archives si vous voulez restaurer votre machine virtuelle. Quand je suis passé de mon disque dur de 256 GB à mon disque de 1 Tera, j'ai d'abord généré la clé USB concernant mon matériel Chrome OS. Donc j'ai dû mettre le modèle spécifique de mon ordinateur pour générer la clé adéquate. J'ai débranché mon disque dur, j'ai branché le nouveau, j'ai inséré la clé USB dans le lecteur USB et automatiquement il a réinstallé l'OS sur mon nouveau disque dur. Et après, j'ai pris mon disque externe, je l'ai connecté au Chrome OS et j'ai demandé à restaurer l'image que j'avais créée de ma machine virtuelle pour qu'elle soit restaurée sur mon nouveau disque dur. Donc, alors, la backup et la restore, il faut faire attention parce que ce sont des logiciels très sensibles. Effectivement, on touche à la sécurité informatique. Et donc, lorsque vous faites une backup, moi, j'ai fait une backup avant de venir à cette conférence. Il m'a fallu 3 heures pour faire la backup. Et au passage, j'ai installé l'application d'extension du Chrome Browser, du navigateur Chrome, parce que je me rendais compte que quand je ne faisais rien, l'ordinateur il s'éteignait. Alors, il reprenait la backup une fois qu'on le rallumait, mais je ne pouvais pas demander à être devant l'écran de l'ordinateur pendant 3 heures pour m'assurer que l'ordinateur ne s'éteignait pas. Donc, j'ai installé cette application et les 2 dernières heures se sont passées sans que j'ai besoin de modifier quoi que ce soit. L'extension, c'est, je vais retrouver le nom, c'est Keep Alive. Keep, K-E-E-P, espace A-L-I-V-E, Keep Alive. Alors, je passe au slide suivant. Appairer son Android avec Chrome OS. Comme Google développe à la fois Android et Chrome OS, qui veut que la plateforme de développement pour Android soit Chrome OS, eh bien, on a des logiciels qui permettent d'interfacer facilement un Android avec un Chrome OS. Je passe rapidement au cas d'usage. J'étais en dialogue avec le chat de Google pour dialoguer sur un problème que j'avais sur mon téléphone Android et on me demande des copies d'écran. Eh bien, je vais dans un menu qui est en bas à droite et là, je trouve le hub et dans le hub, je peux directement aller choisir la photo, la capture d'écran que j'ai faite sur mon téléphone Android sans avoir besoin de la télécharger vers le Chromebook. Elle est directement disponible depuis le Chromebook en passant par le hub. Vous pouvez aussi passer des appels téléphoniques depuis Chromebook. Mais comme Google essaie de monétiser cette application, vous ne pouvez pas, sans payer, utiliser le téléphone Android pour téléphoner depuis votre Chromebook. A priori, rien n'empêcherait de le faire au niveau matériel, mais comme Google propose une offre payante pour téléphoner depuis le Chromebook, eh bien, le hub ne permet pas de téléphoner directement. Je n'ai pas pu tester la version payante, mais je sais qu'elle existe. Alors maintenant, l'usage de Debian. Donc ça, c'est pour les techniciens. Vous avez la notion de paquet chez Debian. Qu'est-ce que c'est qu'un paquet? Un paquet, c'est un logiciel que vous pouvez installer ou désinstaller. Donc, par exemple, vous voulez installer LibreOffice, vous installez le paquet LibreOffice. Vous voulez installer un langage, vous installez le paquet du langage, etc., etc., etc. Vous avez plusieurs commandes pour pouvoir faire la gestion des paquets. apt-get, apt-cache, aptitude, pour n'en citer que quelques-uns.
Le plus simple, c'est apt-get. Vous l'utilisez en ligne de commande, donc il faut connaître les options. Et si vous n'êtes béotien, que vous ne voulez pas apprendre Debian, vous allez sur un tutoriel YouTube, vous demandez quelle est la commande pour faire telle chose, et vous avez un tutoriel qui vous montre la commande, vous la copiez, vous la collez, et vous n'aurez pas besoin de connaître les options spécifiques de apt-get. apt-get pour les installations, désinstallations. apt-cache a un intérêt, c'est vous avez une option show qui vous permet d'afficher un texte détaillé qui vous décrit ce que fait le paquet que vous voulez installer. Aptitude est une application encore plus complexe qui vous donne des options particulières. Ce qui est important par rapport à Aptitude, c'est que vous avez deux modes. Vous avez un mode en ligne de commande et vous avez un mode en interface graphique. Je déconseille d'utiliser le mode d'interface graphique, c'est très complexe à utiliser. Il y a probablement des usages qui en font usage, mais c'est très complexe à utiliser et moi quand j'utilise Aptitude, c'est uniquement en ligne de commande. Ou alors, si je veux jouer au démineur, parce qu'il y a un démineur qui est installé dans Aptitude, et vous pouvez jouer au démineur avec Aptitude. Le terminal. Vous avez des commandes de base qui sont importantes si vous faites un usage intensif de la machine virtuelle. Je cite ls, cd, qui sont les commandes de base pour vous déplacer dans les répertoires ou pour lister les contenus des répertoires. cp, rm, qui sont là pour copier ou supprimer des fichiers ou des répertoires. ps pour les processus et kill pour supprimer un processus. Alors ces commandes-là, je recommande de savoir les utiliser parce que vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une application qui ne répond pas sous Linux. Et donc lorsque vous avez une application qui ne répond pas, vous utilisez la commande ps pour connaître le numéro du processus de la commande que vous voulez arrêter et vous utilisez la commande kill en précisant le numéro du processus pour arrêter ce processus donné. Et alors il y a peut-être des possibilités en passant par l'interface de gestion des processus de Chrome OS pour les arrêter, mais j'ai pas encore utilisé cette interface pour le faire parce que j'ai l'habitude d'utiliser ps et kill pour le faire. chown et chmod sont là pour vous permettre de changer les propriétaires des fichiers et des répertoires et les autorisations sur les fichiers et les répertoires. Linux de base est un système multi-utilisateur. Donc vous avez plusieurs utilisateurs qui sont enregistrés dans un Linux. Et donc vous pouvez choisir de faire que un fichier devienne la propriété d'un utilisateur ou d'un autre. C'est pour ça qu'il y a la commande chown, own pour owner, qui veut dire propriétaire en anglais. chmod vous permettra de modifier les droits d'accès en lecture, en écriture ou en exécution sur vos fichiers et vos répertoires. Et les applications, comme vous utilisez un terminal pour démarrer les applications, c'est bien de connaître le nom des applications pour les démarrer. Le développement. Alors le développement, déjà ce que j'ai testé, moi j'ai testé du développement en Java, en PHP, en Rust, en Prolog, en TypeScript, en Shell Bash, en HTML et aussi pour Android. Mais pour Android, j'ai été confronté à un petit problème, c'est que je n'ai pas compris comment choisir la version de Android pour la cible pour laquelle je développais. J'ai réussi à faire un petit programme pour Android 35, mais je n'arrivais pas à comprendre comment je faisais pour développer pour une autre version d'Android. Je pense que les spécialistes du développement Android seront plus aptes que moi à faire ce genre de choses. Pour TypeScript, j'ai utilisé Visual Studio. Donc pour Android, il y a Android Studio. Et puis on peut aussi passer par un simple éditeur de texte comme Emacs, Vim ou son propre éditeur de texte Nano ou tout ce que vous voulez. Moi je développe en Java 7 avec OpenJDK avec mon propre éditeur de texte. Et mon propre éditeur de texte est développé en Java 7. Et donc voilà pour la petite histoire. Maintenant des conseils pratiques. Déjà, je vous conseille de bien fermer vos fenêtres Linux avant d'éteindre le Chromebook. Parce qu'au redémarrage de la machine virtuelle Linux, vous pouvez avoir des messages d'erreur. Donc il est bien soit de fermer la fenêtre, soit de faire exit dans le terminal pour fermer le terminal. Alors si vous démarrez plusieurs shells dans un même terminal, vous devrez faire plusieurs exits pour pouvoir sortir. Le premier exit pour sortir du shell et le deuxième pour sortir de la fenêtre. Donc si vous fermez bien vos fenêtres, la machine virtuelle sera bien fermée avec ce principe et ça assurera qu'au redémarrage, tout fonctionne correctement sans message d'erreur.
Les systèmes de fichiers Linux sont reconnus par Chrome OS, mais uniquement en lecture seule. Donc si vous voulez écrire sur un disque dur Linux, vous devrez passer par soit un système NFS pour utiliser un système distant, j'ai pas encore essayé ça, ou bien vous passez par un disque dur avec un système compatible Windows, et après vous lisez votre système compatible Windows sous Linux. C'est parfois un peu agaçant de ne pas pouvoir directement utiliser un périphérique formaté pour Linux. Mais bon, c'est comme ça. Les raccourcis clavier pour quitter la capture d'écran. Alors déjà, la capture d'écran sous Chrome OS, c'est très facile. Vous avez le menu en bas à droite, vous l'ouvrez et vous pouvez faire une capture d'écran. Vous dimensionnez la zone que vous voulez capturer, vous avez un bouton au milieu, vous faites capture, ça capture en photo. Vous pouvez aussi capturer en vidéo. Mais faites attention, parce que une fois que vous avez démarré la vidéo, il faut pouvoir en sortir. C'est pour ça que je vous mets le raccourci pour pouvoir quitter la capture vidéo. Donc, vous avez une touche qui remplace la majuscule sur le clavier Chromebook. Cette touche est utilisée soit pour le menu d'application et s'appelle Recherche. Au lieu d'avoir marqué Maj comme sous Windows, vous avez un rond avec un rond blanc à l'intérieur. Et donc, vous appuyez sur cette touche, la touche majuscule qui est le Shift, donc qui est la majuscule temporaire, et simultanément la touche X. Et là, vous mettez fin à la capture vidéo. Sinon, si vous ne connaissez pas le raccourci, vous passez par la seule solution qui est un reboot. C'est quand même dommage. Alors, en cas de problème, si vous avez un souci pour l'usage de Chrome OS, vous, avec le navigateur Chrome, vous pouvez faire un partage d'écran. C'est assez simple. Vous installez une Chrome Web Store extension, une extension pour le navigateur Chrome, qui de mémoire s'appelle Chrome Share. Non, j'ai pas le nom, c'est pas grave. Mais vous cherchez partage d'écran avec Chrome Navigateur, vous trouverez en faisant une recherche. Et donc après, vous êtes invité à choisir de partager votre écran. Ça vous génère un nombre. Vous communiquez le nombre à quelqu'un qui peut partager son écran avec vous. Il saisit le nombre sur son navigateur Chrome et il peut partager votre écran et vous aider de cette façon-là. J'en reviens sur l'association Hagi Yaki, dont je suis président. Nous faisons du test logiciel, mais nous avons aussi une vision d'entraide mutuelle. C'est-à-dire que pour les personnes en situation de handicap psychique, il est important de s'entraider parce que nous avons des difficultés pour les choses du quotidien. Donc, par rapport à cette entraide, nous intervenons dans des groupes d'entraide mutuelle qui sont des associations définies pour les personnes en situation de handicap psychique et nous aidons les gens en informatique bénévolement. Récemment, j'ai permis à quelqu'un d'installer sur son ordinateur un numéro de téléphone d'urgence, le bien, pour qu'il m'appelle s'il y a des soucis et je lui ai montré comment faire le partage d'écran pour que je puisse l'aider à distance. Donc je vous communique l'adresse email de l'association bureau@hagi-yaki.org. Alors je vais la faire en langue des signes pour les personnes, s'il y a des personnes qui sont malentendantes qui nous écoutent. Vous pouvez le voir à l'écran, mais je vous le fais en langue des signes. B, U, R, E, A, U. Alors le arrobase, je vais le dessiner parce que je ne sais pas le faire en langue des signes. Alors H, A, G, I, le Y, c'est le Y. Comment on fait le Y? On va faire. Je sais plus comment on fait le Y. A K I point O R G. Voilà. Et donc, autre chose qui est très agréable sur Chrome OS par rapport aux gens qui viennent de Linux, c'est que les écrans secondaires avec HDMI sont pris en charge de façon très simple et ergonomique. Moi, je me souviens sous Linux, parce que j'utilise Linux depuis à peu près 20 ans, même un peu plus, lorsque vous branchez un écran en HDMI, il peut y avoir des problèmes de driver. On vous dit, est-ce que vous utilisez un driver nouveau ou est-ce que vous utilisez un driver NVIDIA?
Et selon le driver que vous utilisez, vous pouvez avoir des problèmes de compatibilité. Avec Chrome OS, il n'y a aucun problème. Alors, maintenant qu'on a vu ces conseils pratiques, déjà, moi, je vais revenir sur les usages qu'on peut en faire. Donc, le débutant va utiliser l'interface de Chrome OS et il aura tous les accès navigateur, Gmail pour les courriers électroniques, etc., etc. La personne un peu plus avancée va pouvoir installer des extensions du navigateur, va pouvoir installer des applications Android, va pouvoir utiliser le Google Workspace ou Microsoft 365 depuis le navigateur. Et l'usage avancé va utiliser la machine virtuelle Linux. Et vous avez un quatrième mode qui est pour les gens qui ont vraiment besoin d'applications Windows et qui ne peuvent pas s'en passer. Vous pouvez utiliser le Chrome OS comme un terminal, accéder à un cloud PC à distance et utiliser depuis votre navigateur Chrome le cloud PC à distance comme vous utiliseriez un Windows local. Et vous pouvez installer sur le cloud PC les applications Windows qui seront donc compatibles avec Windows puisque vous utilisez un Windows 11. Ça a un coût. Déjà, au niveau du dimensionnement, je conseille d'utiliser un Windows 365 Business parce que vous avez besoin de minimum 16 GB de RAM. C'est comme pour le Chromebook. Vos applications, si vous prenez moins, vous risquez d'avoir des problèmes de RAM et de mémoire vive qui vont faire que les applications ne tourneront pas bien. Et donc, pour pouvoir avoir un cloud PC qui fonctionne correctement avec Microsoft Windows Business, vous en avez pour 70 € hors taxe par mois, ce qui est relativement cher. Néanmoins, il y a des fois, on en a vraiment besoin. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais maintenant rebasculer le microphone vers le microphone de la salle. Alors, je reviens sur mon menu. Un petit instant. Voilà. Donc, si vous avez des questions, déjà, on va vérifier que le microphone, si vous pouvez prendre le microphone. Attention à ne pas toucher par-dessus, parce que vous risquez de dérégler. Moi, je vais. Alors, moi, on m'entend, là. Non, on m'entend plus. Parlez dans le microphone, s'il vous plaît. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Très bien, parfait. Avez-vous des questions? Oui, j'ai des questions. Donc là, si j'ai bien compris, donc il va y avoir, on va dire, une multitude de PC. Et donc le Chrome OS, c'est juste, on va dire, l'installation. C'est un peu l'équivalent de Windows. Donc il n'y a pas vraiment des ordinateurs qui sont à 100% Chromebook. Ou pas, ou je me trompe peut-être. Parce que je vois qu'il y a par exemple, je vais dire juste un exemple, je fais pas de la publicité. Par exemple, on va prendre un HP. Donc un HP, il peut être forcément, on va dire, où on peut installer dessus le Chrome OS, ou pas forcément. Ou bien il y a quelques, on va dire, éditeurs qui sont un peu partenaires de Google. Alors, je vais répondre à la question. Je reprends le microphone parce que. D'accord. Je vais reprendre le microphone. Alors, vous avez les deux modes possibles. C'est-à-dire que HP, par exemple, va fournir des Chromebooks. Ce sont des machines qui sont fabriquées pour Chrome OS. Là, l'ordinateur que j'utilise est fait par Asus. Asus fournit des Chromebooks avec préinstallé le système. Donc ça, c'est quand vous utilisez un Chromebook avec Chrome OS. Si vous voulez installer Chrome OS sur un ordinateur préinstallé Windows, vous pouvez le faire avec Chrome OS Flex. Après, il y a peut-être des parties de l'ordinateur qui auront des difficultés à fonctionner si ce sont des choses très spécifiques. Par exemple, là, moi, sur mon ordinateur, quand j'utilise la souris, enfin le pavé tactile, si je mets 2 doigts, ça me fait le clic droit. Ce sont des petits détails qui sont liés au matériel, ça. J'ai un rétroéclairage qui s'affiche pour avoir le pavé numérique. Si votre équipement
Windows a été prévu avec des choses extrêmement spécifiques, peut-être que ces choses extrêmement spécifiques ne fonctionneront pas. Mais pour la plupart des choses classiques, standards, tout fonctionnera bien. J'ai vu par exemple quelqu'un qui avait une clé USB en fichable avec une télécommande pour la rétroprojection. Avec sa télécommande, il pouvait passer de slide en slide. On a essayé sur le Chromebook. Chromebook ne reconnaissait pas la clé pour faire le passage de slide en slide. Si vous avez un PC Windows avec un système de reconnaissance d'empreintes digitales, peut-être que la reconnaissance d'empreintes digitales ne fonctionnera pas avec Chrome OS Flex. Par contre, si vous achetez un ordinateur préinstallé Chrome OS avec reconnaissance d'empreintes digitales, il n'y aura aucun problème. J'ai une autre question dans ce sens-là. Et donc, si j'ai bien compris, donc on peut combiner par exemple ce que moi je connais des amis à moi qui sont un peu experts sur le sujet. Donc, ça leur arrive par exemple des fois à installer sur un même disque dur un système Windows et un Linux. Donc, on peut aussi combiner par exemple un Windows avec un Chrome Flex ou bien un Linux avec un Chrome Flex, c'est bien cela. Mais on ne peut pas combiner un Linux avec Chrome OS normal. Alors, en fait, si vous avez un Chromebook, je sais qu'il y a des gens qui ont réussi à installer Linux sur un Chromebook. C'est-à-dire à prendre un Chromebook et à retirer Chrome OS et à mettre Linux à la place. Moi, j'ai jamais essayé. Si vous avez besoin de Linux, le plus simple, c'est la machine virtuelle. Le dual boot, en tout cas pour Chrome OS Flex, à mon avis, n'est pas pris en charge. Je ne voudrais pas m'avancer sur cette question, mais ce que je sais, c'est que lorsque vous décidez de brancher une clé USB Chrome OS Flex sur un ordinateur et que vous voulez installer, il prend tout le disque dur. Après, je ne suis pas spécialiste des installations comme ça, donc le dual boot, je ne sais pas si ça fonctionne. Autre point important quand même, c'est qu'avec Chrome OS Flex, vous pouvez même installer Chrome OS sur un Apple. Ça fonctionne aussi. Moi, j'ai essayé sur un MacBook de mi-2010. J'ai branché la clé USB Chrome OS Flex. J'ai eu le son. J'avais une synthèse vocale qui me disait ce qu'il fallait faire. L'écran restait noir. J'ai eu le logo Chrome OS et l'écran est resté noir. Bon, c'était un mi-2010 aussi. Hein. J'ai testé aussi sur un Toshiba, un ordinateur portable Toshiba, donc un PC. Le Chrome OS Flex sans installer. Pour le clavier, j'ai dû passer par un clavier virtuel à l'écran. C'est un vieux je ne saurais pas dire quelle année, peut-être début 2010 aussi, que j'utilise sous Linux. Voilà. Et quand je suis passé avec Chrome OS Flex, le clavier de l'ordinateur n'était pas reconnu. Donc voilà, j'ai vu aussi une vidéo de quelqu'un qui avait essayé d'installer Chrome OS Flex sur des équipements des plus étranges possibles, des bornes d'accueil HP, des tablettes, des choses. Bon, c'est pas toujours optimum. Hein. Mais si vous avez un portable qui commence à vraiment ramer parce qu'il est dimensionné pour du Windows et que le Windows est devenu très lourd et ne fonctionne plus, ou que ce soit pareil sur Mac, vous pouvez donner une deuxième vie à votre ordinateur. Donc, en gros, pour le moment en tout cas, Chrome OS, c'est un peu la solution du pauvre. Franchement, moi je vous dis, avoir une machine de développement comme ça à moins de 500 €, c'est un rapport qualité-prix imbattable. Et au départ, moi j'ai choisi ce Chrome OS parce que j'avais pas les moyens de me payer plus cher. Et aujourd'hui, je trouve que le choix était le plus judicieux pour mon besoin. Vous avez d'autres questions? Non, c'est tout bon. Eh bien, merci à vous. Je vais donc remercier aussi les gens qui sont sur Internet et qui nous écoutent. Donc, je reprends un peu le chat ici.
Donc, s'il y a des questions sur le chat, vous pouvez les poser maintenant. Donc, pour le moment, je ne vois pas de questions. Je pose la question à Bruno ou à Rémi. Vous pouvez aussi déverrouiller votre microphone si vous désirez intervenir oralement. Ok. Bon, bah, écoutez, je vous remercie d'avoir assisté à la conférence. Nous allons maintenant terminer et j'espère que cela vous aura été utile et que vous pourrez bénéficier des conseils qui vous ont été donnés. Je vous souhaite une bonne soirée.